Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. Fidèles auditeurs et téléspectateurs des 7 télévisions et des 52 radios partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangu, votre rendez-vous quotidien de débat radiophonique en français sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez. Hivernage et paludisme au Niger, comment mettre les populations à l'abri de la maladie est notre thème de ce soir. Selon le document intitulé Rapport 2021 sur le paludisme dans le monde de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 241 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en 2021 avec un nombre estimé à 627 000 décès. Ce même rapport dit, je cite, « La situation demeure précaire, surtout en Afrique subsaharienne, où la charge du paludisme atteint encore des niveaux inacceptables. » Fin de citation. 32 pays d'Afrique supportent en effet, selon ce rapport, près de 93% de tous les décès dus au paludisme dans le monde. Au Niger, selon le ministère de la Santé publique, le paludisme est fortement endémique, c'est-à-dire que c'est toute la population qui est exposée à la maladie avec un nombre plus élevé de cas pendant la saison pluvieuse. Comment se fait la prévention contre le paludisme? Quelles sont les actions en cours pour mettre les populations nigériennes à l'abri de cette maladie? Quelles sont les attitudes à promouvoir pour réduire considérablement le nombre de morts liés au paludisme? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio ce soir Dr Jarmokoy Hadiza Jakou. Elle est la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme. Et M. Hamza Jibou, il est le représentant du regroupement national des ONG et associations du secteur de la santé, le ROASEN. Il représente également le DESICI, qui est la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Bonsoir, chers invités, et bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Dr Jarmokoy Hadiza Jakou, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Niger. C'est quoi le paludisme? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci de nous donner cette opportunité de discuter un peu du paludisme en ce début de saison des pluies. Alors le paludisme, c'est une maladie, pour aller simplement, c'est une maladie qui est transmise par la piqûre d'un moustique. De la plus spécifiquement, donc l'anophèle femelle, qui transmet un parasite à travers donc une piqûre, pour être simple. Et malheureusement, ce parasite va se multiplier et entraîner un certain nombre de symptômes et développer malheureusement une maladie qu'on appelle ou paludisme simple ou, en cas de signe de gravité, paludisme grave. Donc il faut savoir que en fonction donc de la personne, de la tranche d'âge qui est atteinte, les manifestations vont être différentes et elles vont être plus ou moins graves, qu'il s'agisse des enfants, des adultes ou des femmes enceintes. Merci beaucoup. Et nous l'avons dit en introduction, selon le rapport 2021 sur le paludisme dans le monde de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 32 pays d'Afrique subsaharienne enregistrent près de 93% de tous les décès dus au paludisme dans le monde. Pourquoi cette forte présence du palu en Afrique quand on compare avec les autres continents? On a l'impression qu'on a plus de 9 cas de paludisme sur le continent africain sur 10. Pourquoi cet état de fait, docteur Jarmokoy Hadiza? Alors moi, je vais aller un peu plus loin. Parmi les pays que vous avez cités, 11 pays, dont 10 pays africains, drainent
la plus forte charge du paludisme de dans le monde. De l'Afrique subsaharienne. Dans le monde, oui, effectivement. Donc 10 drainent la plus forte charge du paludisme dans le monde. Est-ce que le Niger en fait partie? Et ces 10 sont en Afrique subsaharienne. Le 11e, c'est l'Inde. Et malheureusement, le Niger fait partie de ces 10 pays. Et je vais aller plus loin en disant que le Niger représente 4% de toute cette charge des pays qui enregistrent malheureusement la plus forte charge. Alors, pourquoi l'Afrique subsaharienne? Il faut voir quand même le contexte géographique de l'Afrique subsaharienne. Il faut voir les conditions climatiques. Cette pluviométrie qui est concentrée sur un certain nombre de mois. Il faut voir également les températures qui sont propices à la prolifération donc, des moustiques. Lorsque vous combinez donc, des eaux qui sont là, qui stagnent, plus une température qui est relativement favorable pour la multiplication donc, des moustiques, vous créez toutes les conditions pour faire proliférer les moustiques. Malheureusement, en Afrique subsaharienne, on l'a vu, hein, il y a tout ce qui vient avec notre sous-développement, il faut le reconnaître, tout ce qui vient avec notre comportement, le manque d'hygiène, le manque d'assainissement, l'acceptation même de vivre avec les moustiques. Je me souviens à chaque fois, le Premier ministre Brigitte Raffini, en son temps, disait « Tant qu'on va continuer d'accepter de cohabiter avec les moustiques, nous ne pourrons pas éliminer le palu. » Et il a raison. Tant qu'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de palu. Tant qu'il y a des moustiques, il y a du palu. Tant que nous allons continuer à accepter de vivre dans un état de salubrité et de prolifération des moustiques, le palu va continuer, malheureusement. Nous avons un problème de comportement. Nous avons un problème de fatalisme, accepter de vivre avec la maladie. Le paludisme, c'est vraiment un problème d'hygiène, d'assainissement, de comportement, de température, de pluviométrie. Tous ces ingrédients réunis ne font que conditionner donc, la prolifération des moustiques, les piqûres de moustiques et bien sûr la survenue de paludisme. Ça veut dire que c'est une maladie qui nécessite des actions concrètes pour pouvoir la vaincre et mettre à l'abri les populations. Merci beaucoup, docteur. Et il faut rappeler aussi donc, que selon le ministère de la Santé publique, le paludisme continue d'être d'ailleurs un des premiers motifs de consultation dans les formations sanitaires au Niger. Selon toujours ce ministère, ce sont 4 249 208 cas de paludisme confirmés que le Niger a enregistré en 2021 avec malheureusement 4 170 décès. 4 170 décès pour l'année 2021. Quelle analyse faites-vous de ces chiffres, M. Hamza Jibo, représentant du WASEN? Merci. Les chiffres que vous venez de donner, c'est effectivement les chiffres qui sont en tout cas officiellement diffusés par le ministère de la Santé à travers le programme national qui dit que nous avons enregistré jusqu'à 4 millions de cas et malheureusement parmi les 4 millions de cas, plus de 4 000 décès. Alors, pour nous, acteurs de la société civile, ces chiffres nous interpellent à tout moment. À chaque fois, si nous faisons le ratio entre ce qui est injecté dans le cadre de la lutte contre le paludisme et le nombre de cas rapportés et surtout le nombre de décès, à chaque fois nous disons que quelque chose encore reste à faire. Et comme l'a dit Dr Jacou, pour nous, si on nous demande en tant qu'acteurs de la société civile de définir le paludisme, nous allons tout simplement dire que le paludisme, c'est une maladie comportementale. C'est le comportement. Nous avons tout le dispositif pour que nous puissions effectivement éviter le paludisme. Mais compte tenu de notre comportement, du comportement de la communauté, nous sommes toujours en train de vivre avec le paludisme. Et nous, en tant qu'acteurs société civile, c'est sur ça effectivement que nous sommes en train de travailler pour que les communautés puissent changer de comportement.
Et nous croyons. Il faut que les communautés changent de comportement. Elle a parlé, par exemple, de la question de l'hygiène. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, par exemple, ces populations pour contribuer à faire en sorte qu'elles soient à l'abri du paludisme? Voilà. Donc, concernant le côté hygiène, aujourd'hui, si vous rentrez dans nos concessions, si vous circulez dans nos cités, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, ce que nous constatons, c'est vraiment des situations assez déplorables de la part de nos communautés. Et vous allez voir, d'abord je commence par les concessions même en tant que telles. Vous allez voir au sein de la concession, on fait les ménages, on laisse les eaux usées, on les laisse là-bas dans les marmites, dans les récipients, etc. Et de l'eau qui peut faire jusqu'à 3-4 jours dans un récipient. Et comme l'a dit Dr Jacou, avec toutes les conditions qui sont réunies, c'est le lieu de prolifération des moustiques. Et malheureusement aussi, nos habitations ne sont pas conçues de telle sorte que les moustiques, là, dès qu'ils se développent, automatiquement, ils vont se retrouver dans nos chambres, dans nos cases, dans nos concessions, dans nos chambres. Et malheureusement, elles vont continuer cette anophèle-là de se nourrir avec nos sangs et en même temps en train de nous transmettre la maladie. Donc il faut éviter d'avoir des eaux stagnantes. D'avoir des eaux stagnantes. Il faut éviter de garder les eaux de ménage dans les concessions. Il faut éviter d'avoir des eaux dans la devanture de la maison, à l'intérieur des concessions et aussi les eaux usagées au niveau, soit après les cuisines, soit après les linges, soit même parfois dans les toilettes même. Vous allez voir des toilettes qui sont comme ça, ouvertes, on ne ferme pas, on laisse et on connaît bien les fosses septiques, par exemple. Voilà, exactement. On voit des moustiques à l'intérieur et la nuit. La nuit, c'est le lieu où on crée toutes les conditions. Et la nuit, à tout moment, ça va se proliférer et ça va se multiplier et ça va nous envahir. Tout ça, c'est de la responsabilité. Exactement, ça, c'est de la responsabilité des populations. On va voir qu'il y a d'autres actions à mener. Évidemment, pour d'autres, voilà, sur les autres aspects. Au niveau des autorités, par exemple. Oui, docteur, à votre niveau, au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, quelles sont les actions déjà entamées et qui sont en cours dans le cadre justement de la lutte contre le paludisme en cette période d'hivernage? Alors, nous, au niveau du ministère de la Santé, il faut savoir que le programme national de lutte contre le paludisme définit toutes les politiques en matière de lutte contre le paludisme en lien avec les recommandations de l'OMS. Alors, en termes de recommandations de l'OMS, en ce qui nous concerne, il y a des mesures de prévention. Alors, ces mesures de prévention, elles passent d'abord à travers la disponibilité en moustiquaires. Les moustiquaires que nous mobilisons grâce à un partenariat très important du Niger avec le Fonds mondial, il faut le citer. Et ces moustiquaires que nous distribuons en campagne, comme ce que nous venons de réaliser, et en routine. Il faut savoir que dans toutes les formations sanitaires du Niger, il y a des stocks importants de moustiquaires tout le long de l'année. Quelle que soit la période à laquelle vous venez, une femme enceinte, à sa première consultation prénatale, elle a droit à une moustiquaire. Quelle que soit la période de l'année, un enfant qui vient à la vaccination rougeole a droit à une moustiquaire. Dès que la femme se fait consulter, on lui donne une moustiquaire. Dès que la femme se fait consulter, on lui donne une moustiquaire. Sur le terrain, est-ce que c'est le constat que vous faites? Il faut le dire, les femmes ne viennent pas en consultation prénatale. Les femmes viennent tardivement en consultation prénatale. Elles ont tout le temps de faire le palu. Elles viennent parfois à 6 mois de grossesse, alors qu'elles auraient pu être protégées dès le premier mois de grossesse. Même les femmes qui partent en consultation, il y a certaines qui disent qu'elles n'ont pas, on ne leur donne pas ces moustiquaires. Alors, les femmes qui disent qu'on ne leur donne pas, il faut dénoncer. En fait, les gens ne réclament pas leurs droits. Les gens doivent savoir que l'État a mis à leur disposition des moustiquaires qui sont dans toutes les structures sanitaires. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, moi je défie, vous ne pouvez pas avoir une structure sanitaire publique
qui est en rupture de stock de moustiquaires de routine. Ça veut dire qu'à la première consultation prénatale, la femme a droit à cette moustiquaire? La femme a droit. Au niveau des CSI, c'est ça? Elle a le droit également de réclamer. Il y a également des médicaments que nous mettons à la disposition des femmes, qu'on leur donne là également pendant la consultation prénatale pour éviter d'avoir le paludisme. C'est la sulfadoxine pyrimétamine qui existe également partout. Ensuite, nous avons notre activité phare. Ce médicament, c'est contre le palud, c'est ça? Ce médicament, c'est contre le curatif? paludisme. Non, c'est contre le palud. C'est 3 comprimés qu'on prend à partir de la consultation prénatale. Quand vous venez, on vous remet la moustiquaire plus les 3 comprimés que vous devez avaler devant l'agent de santé pour qu'il s'assure qu'effectivement, vous l'avez pris. Donc, c'est à titre préventif et non curatif. Préventif et non curatif. Ensuite, nous avons la chimioprévention du paludisme saisonnier. Là encore, c'est une grande guéguerre entre nous et moi, je dirais les mères, parce que c'est nous. C'est à nous que le bon Dieu a donné la responsabilité de suivre les enfants à la maison. Alors, le ministère de la Santé, encore une fois, organise tous les ans, sur l'étendue du territoire du Niger, la campagne de CPS. Je vais raccourcir et dire CPS. CPS, ce sont des comprimés que nous donnons aux enfants de moins de 5 ans pour prévenir le paludisme. Tous les mois, pendant 4 mois que dure la saison des pluies. Et il est démontré scientifiquement que lorsque vous avalez correctement ces médicaments, vous diminuez de 75% le nombre de cas de paludisme. Ce qui veut dire que les 4 millions de cas dont vous venez de faire cas, 60-70%, c'est des enfants de moins de 5 ans. Et ces enfants étaient supposés recevoir les médicaments qu'on a mis à leur disposition. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous, lorsque nous organisons les campagnes, nous venons avec la plaquette que nous donnons à la mère. L'enfant avale, puisqu'il faut savoir que c'est un traitement de 3 jours. L'enfant avale pour le premier jour les comprimés devant l'agent qui distribue. Et il remet à la mère les 2 autres comprimés pour qu'elle les lui donne le 2e jour et le 3e jour. Malheureusement, certaines mères oublient de donner à l'enfant. Certaines mères ne donnent pas, elles ne voient pas l'utilité. Certaines mères, à juste titre, on est humain, lorsqu'elles ont des enfants qui ne sont pas dans la cible, préfèrent partager les médicaments entre les enfants, ce qui rend complètement inefficace pour tous. Certaines mères également refusent de donner aux enfants. Ce qui fait que lorsque vous prenez tous ces cas-là, malheureusement, nous n'arrivons pas à atteindre l'efficacité que nous voulons par rapport donc, à la chimioprévention du paludisme. Donc il y a des efforts à faire pour que cette chimioprévention soit renforcée, c'est ça? Il y a des efforts de communication, il y a des efforts d'implication de tous. Les leaders religieux, les maris, les leaders communautaires, la société civile, vous les médias, nous les femmes, les regroupements de femmes, les jeunes. Nous devons vraiment être sensibiliser les autres pour que nous adoptions encore une fois des comportements. Il l'a dit, le paludisme c'est comportemental. Là également c'est comportemental. Parce que c'est le comportement qui fait que l'État met les médicaments à la disposition de la population, mais il y a un mauvais usage. Et un autre problème, c'est que les jeunes, puisqu'il s'agit à chaque fois des jeunes qui sont recrutés, qui ont la lourde tâche de faire cette activité, certains sont complètement inconscients et malheureusement ne le font pas ou le font mal. Ils sautent des concessions, ils sautent des enfants, ils ne donnent pas le bon dosage parce qu'il faut savoir qu'il y a moins d'1 an, plus d'1 an et il leur revient la charge de sensibiliser les mères, de sensibiliser les populations. Certains viennent, ils donnent juste les plaquettes, ils tournent le dos. Alors qu'il leur revient de rester, de sensibiliser, de faire boire l'enfant devant eux et, si possible, de revenir même le lendemain, si le temps leur permet, pour vérifier est-ce que la mère a eu à donner la 2e
et la 3e dose. Par rapport à ces médicaments que vous offrez à la population, est-ce qu'il n'y a pas de réticence, docteur, quand on sait que l'enfant n'est pas malade et qu'on lui propose des médicaments à boire? Bon, c'est vrai qu'au début, il y avait des réticences. Nous avons commencé la CPS en 2013. En 2013, j'avoue que c'était très difficile. Surtout dans la région de Maradi, où on a dû faire un déplacement, je me rappelle en son temps, avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Il a fallu qu'on aille expliquer aux 2 chefs de province l'utilité et la nécessité qu'ils s'impliquent pleinement pour sensibiliser les populations. Et surtout les maris, parce qu'il faut savoir que depuis aussi cette pandémie de Covid, nous faisons la campagne de porte à porte. Et dans certaines contrées de notre pays, c'est difficile vraiment d'avoir accès au domicile. Et comme vous l'avez dit, les gens, lorsque c'est la prévention, ils ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, mais ils sont moins regardants sur la prévention. On se grouille pour aller dans les centres de santé quand il y a la maladie, mais quand c'est la prévention, on est trop négligent. Donc c'est pour ça que la sensibilisation quand même doit porter ses fruits. Et je continuerai encore en termes de moyens de prévention. Vous l'avez dit, il y a toute cette sensibilisation, ça aussi c'est de la prévention, à travers donc des rencontres avec la société civile, etc., etc. Et il y a aussi l'implication des mairies pour l'assainissement des villes, l'assainissement des villages, l'implication des leaders communautaires, religieux, coutumiers, pour vraiment assainir le cadre de vie, pour éviter encore une fois la prolifération des moustiques. Docteur, dans le cadre de la prévention contre le paludisme, il y a une campagne qui avait également été lancée récemment. C'était du 24 au 29 mai dernier, je pense. Il s'agit de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, qu'on appelle les MILDA. Et c'était 16 millions de moustiquaires imprégnés pour une cible d'environ 9 millions de personnes. Quel bilan tirez-vous de cette campagne? C'est bien cela, docteur? Alors, tout d'abord, nous nous réjouissons vraiment du déroulement de cette campagne. Il faut savoir que c'est la première fois que nous organisons une campagne sur un nombre de districts aussi élevé, 49 districts. C'est vraiment la première fois. Pour cette région du pays. Pour cette région. En dehors de la région d'Agadez, pour laquelle nous avons organisé l'année dernière, et ça c'était également la première fois que Agadez bénéficiait de moustiquaires. Et c'est pour cette raison donc, que Agadez n'a pas eu de distribution cette année. Ça veut dire qu'à Agadez, il y aura moins de moustiquaires, mais qu'est-ce que la population doit faire puisque... Les moustiquaires sont censés tenir 3 ans. Donc lorsque nous organisons une campagne... Vous faites la sensibilisation? En 2021, 22, 23... La prochaine sera, Inch'Allah, en 24. Donc, nous continuons à sensibiliser les populations pour l'utilisation, cette fois-ci, des moustiquaires qu'ils ont reçus l'année dernière. Donc, il n'y a pas à mettre, à ranger les moustiquaires quelque part. Les moustiquaires doivent être utilisés. Et je vous rassure en vous disant que nous avons déjà constaté en tout cas l'efficacité de ce qui a été fait. Parce que lorsque vous regardez les chiffres du nombre de cas et de décès au niveau d'Agadez, entre les années précédentes et cette année, il y a déjà une régression importante de cas. Donc c'est pour vous dire que quand même... La prévention porte ses fruits. Mais par rapport à cette campagne, est-ce qu'on peut dire que la cible est atteinte à 100%, docteur? Alors, la distribution, parce que vous avez adopté le système porte-à-porte. Normalement, à Niamey, dans chaque ménage, on doit être déjà en possession de ces moustiquaires. Alors, par rapport à la campagne que nous venons d'organiser, pour les districts que nous avons pu couvrir, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, il y a des poches. Vous savez que cette campagne, malheureusement, s'est déroulée au moment où il y avait des difficultés par rapport au carburant sur le plan international, notamment au niveau du port de Cotonou, ce qui fait que ça a ralenti l'arrivée des conteneurs de moustiquaires. Donc c'est vrai, nous avons pu finaliser la grande campagne
comme nous le disons, mais il y a quand même des poches au niveau d'un certain nombre de districts qui vont continuer ces jours-ci. Donc la campagne notamment, nous avons Tessawa, Mayaï, Dakoro, Tera, Kolo. Nous avons Niamey Tawa ne fait commune, pas partie Zender de département, Walam et quel est le dernier district? Bref. Donc ces districts vont continuer tout doucement donc, la campagne. Mais actuellement, nous sommes à une couverture de 91%. 91%. Donc pour nous, la cible est atteinte, bien qu'il y ait encore des poches qui seront couvertes progressivement, puisque la situation est en train de rentrer dans l'ordre par rapport donc à la progression des camions qui ont déjà donc pour les districts qui sont éloignés fini le ravitaillement. Et nous avons cette année constaté une forte implication. Alors là, une très forte implication des autorités administratives, des autorités coutumières, des autorités religieuses qui nous ont aidés, beaucoup aidés. Lorsque vous regardez au niveau de chaque région, les gouverneurs se sont pleinement impliqués. Les leaders, les élus se sont pleinement impliqués. Ils n'ont pas hésité à faire du porte-à-porte pour constater l'effectivité ou non de la distribution. C'est vrai qu'il y a eu des ratés. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de ratés. Mais nous sommes en train de corriger au fur et à mesure. Docteur, ça veut dire qu'à Niamey, par exemple, une famille qui est au niveau du premier arrondissement de Niamey peut aller au niveau du CSI, une famille qui est moustiquaire imprégnée si elle n'a pas eu de MELDA, c'est ça? Moi, je me dis une famille qui loge dans le district 1 peut se référer au district numéro 1 et venir se plaindre qu'ils n'ont pas reçu les moustiquaires. De toutes les façons, on peut le vérifier facilement. Hein. Il y a des signes qui sont mis devant les portes et on sait si l'agent distributeur est rentré ou pas dans la maison. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Docteur Jarmoukoy Hadiza Jakou, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Niger. Monsieur Hamza Jibo, représentant du regroupement des associations et ONG du secteur de la santé. Elle a parlé de façon générale de la prévention. Nous avons pu suivre tout ce que l'État fait par rapport à la prévention, la question de la chimioprévention, la CPS que l'État donne au niveau des enfants. Elle a parlé d'une certaine négligence au niveau de certains ménage, si on peut appeler ça ainsi. Quelle réaction par rapport à tout cela? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que la population ne soit pas impliquée comme ça se doit dans le cadre de cette prévention contre le paludisme? Merci bien. Merci vraiment pour cette question. Justement, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons un œil regardant par rapport à tout ce qui se passe et pour confirmer que nous suivons de près ce qui se passe. Nous avons un dispositif qui s'appelle OCAS. OCAS, c'est Observatoire citoyen des services de santé. Et nous avons des points focaux au niveau d'un certain nombre de sites qui nous font remonter des informations. Et ces informations, nous les mettons, nous les synthétisons et nous présentons un rapport tous les 3 mois. En présence du ministère de la Santé, en présence de tous les 3 programmes, le programme de lutte contre le paludisme, le programme de lutte contre la tuberculose et le programme de lutte contre le VIH-Sida, ainsi que le niveau central du ministère, où effectivement nous remontons des informations sur le dysfonctionnement, mais aussi par rapport aux bonnes pratiques. Parce que nous ne regardons pas tout simplement le côté négatif, nous regardons aussi le côté positif. Par exemple, pour la campagne Milda, qui est actuellement en train d'être qui continue, puisqu'il y a aussi d'autres districts. Je ne voulais pas le dire, mais nous sommes en train de faire notre propre investigation. Et nous allons faire ressortir un rapport. Et déjà, effectivement, c'est que la coordinatrice est en train de dire, nous sommes déjà en train de recommander qu'il y ait un ratissage au niveau des Niamey. Surtout au niveau des Niamey. Parce que pour les maisons qui n'ont pas pu être couvertes. Puisque effectivement nous avons fait du sondage dans des quartiers, comme elle l'a dit, il y a des signes. On a rencontré les agents distributeurs, on a échangé avec eux, on a mis des gens qui sont partis dans les maisons pour regarder et même demander. Normalement, c'est une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action
pour 2 personnes. Oui, voilà. Et s'il y a 3 personnes dans la maison, ça veut dire que dans la maison, il faut 2 moustiquaires. Exactement, c'est ça. exactement. Maintenant, il faut se mobiliser donc pour veiller à ce que cette distribution soit faite convenablement. Exactement. Maintenant, les médicaments que l'État donne, quelle analyse? Maintenant, elle dit que, par exemple, quand on donne ces médicaments aux enfants, il y a une forte probabilité que ces enfants ne souffrent pas du tout du paludisme. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, on a l'impression que ces enfants n'ont pas consommé les médicaments ou que ça a été utilisé selon une posologie qui n'est pas recommandée. Effectivement, comme elle l'a dit, hein, et tout ça, nous le mettons dans le volet de communication. Parce qu'effectivement, le programme fait beaucoup d'efforts par rapport à la question de communication. Mais actuellement encore, ce n'est pas suffisant sur le terrain. Ça veut dire comme elle l'a dit, il faut renforcer les sensibilisations, il faut renforcer les communications de proximité. Parce que comme elle l'a dit, les agents qui sont censés faire les distributions, dans leur formation, dans leur paquet de formation, effectivement, il y a ces volets. Ce n'est pas seulement venir tendre la molécule et s'en aller. Et effectivement, comme elle l'a dit, que dans d'autres nous avons contrées, une communauté, un pays où les populations sont rurales à plus de 80%, et le taux d'alphabétisation est très faible. Ça veut dire que la personne ne peut pas lire le médicament, c'est quoi. Donc il faut communiquer, qu'elle soit assistée. Il faut parler avec la personne, il faut lui expliquer comment elle va utiliser. Nous avons vu dans des concessions où des femmes utilisent la molécule CPS comme un médicament curatif. Donc on attend C'est-à-dire que qu'on l'enfant tombe malade. Dit que c'est on attend que l'enfant tombe malade et c'est à ce moment-là qu'on va sortir la molécule pour lui donner. Alors que ça devrait être utilisé à titre préventif. Voilà. Donc d'autres aspects aussi que je voulais aborder par rapport effectivement à tout ce que Madame la coordinatrice vient de dire. Et justement, tout récemment, nous avons vu cette note qui a été en tout cas signée par le ministre de la Santé, qui nous a beaucoup... nous, en tout cas, en tant qu'acteurs de la société civile, nous étions très satisfaits. Parce que c'est des choses que nous avons rapportées à une reprise. Puisque par rapport à la prise en charge, par rapport aux ordonnances, voilà, doit être gratuite. Exactement. Et par rapport aux ordonnances. Merci beaucoup. Nous allons revenir dans peu de temps sur la question de la prise en charge. Voilà. Docteur Jamoukoy Hadiz Jakou, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, quelles sont les autres actions à promouvoir pour pouvoir arriver à avoir moins de cas de paludisme au Niger? Il a parlé tout à l'heure de la question de l'hygiène au niveau des maisons, mais est-ce qu'il n'y a pas des actions publiques qui doivent être faites allant dans ce sens? Les poubelles doivent être vidées, les caniveaux doivent être curés. Il faut qu'on arrête de vivre avec des flaques d'eau en plein quartier. Il faut qu'on arrête également de construire... tout est hygiène, assainissement, infrastructure. Tout le monde doit être concerné. Tous les différents ministères doivent se sentir concernés. Lorsque vous faites un barrage, vous devez quand même faire une étude d'impact pour voir si ce barrage ne va pas en amont au niveau de certains villages faire des petites retenues d'eau qui vont entraîner prolifération des moustiques, etc., etc., etc. Mais nous, en ce qui nous concerne au niveau du programme PALU, toujours par rapport à la prévention, ça c'est prévention, je dirais secondaire, il y a le recours précoce aux soins. On n'a pas besoin d'attendre que l'enfant soit dans un état catastrophique avant de l'amener aux soins. Il faut vraiment, dès qu'il y a certains signes que maintenant les mères connaissent, d'avoir un recours précoce aux soins. Il faut un recours précoce. Que ça soit au niveau communautaire, où nous mettons à la disposition des relais communautaires des tests de dépistage et des médicaments, et que ça soit au niveau urbain. Il faut arrêter l'automédication. Merci. Vous parlez de recours précoce, ça veut dire qu'une fois qu'on constate les signes de paludisme, il faut vite aller au niveau d'une formation sanitaire. Il a parlé de la note du ministre en charge de la santé publique. On a l'impression que cette année, la prise en charge du paludisme va être gratuite, c'est ça? Expliquez-nous de quoi il s'agit en réalité. Cette note du ministre de la Santé, vous pouvez regarder au niveau de l'objet, c'est mis rappel. Ce qui veut dire que ce n'est pas une nouveauté. Ça veut dire que depuis longtemps, ça devait être ainsi. Toujours mis en place au niveau des formations sanitaires avec l'appui donc des partenaires, les tests de dépistage qui permettent de
tester les patients et les médicaments pour la prise en charge. Les tests rapides, c'est ça? Les tests rapides, les TDR comme nous les appelons. Est-ce que c'est efficace à 100% parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui renvoient leurs patients au niveau des laboratoires, docteur? Moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas efficace parce que c'est nous qui les recommandons. Et nous ne pouvons pas recommander quelque chose qui n'est pas efficace et qui n'a pas été testé. Il y a combien de pays dans le monde qui utilisent ces tests et qui sont efficaces? C'est recommandé par l'OMS? Bien sûr que c'est recommandé par l'OMS. Pourquoi ça va être inefficace ici? Nous avons des études régulières pour voir si les médicaments que nous utilisons continuent à être efficaces, si les tests que nous utilisons sont fiables. Et actuellement, en tout cas, ça veut dire ils que sont c'est fiables efficace à 98, quelque chose %, ce qui veut dire que statistiquement cela est significatif et c'est recommandé. Et c'est gratuit, vous avez fait la précision. Et c'est gratuit. En dehors de ça, donc il y a également les médicaments qui sont gratuits, c'est bien cela? Les médicaments docteur? ont toujours été gratuits. Les médicaments les sont gratuits pour la tranche d'âge de moins de 5 ans et pour la tranche d'âge de plus de 5 ans. Mais il y a ce qu'on appelle le ticket modérateur. Et ça n'a rien à voir avec le programme PALU, c'est le COGES. Les gens s'organisent au niveau des villages, etc. Ça, c'est pour consulter au niveau d'une formation de santé. C'est pas par rapport au PALU. Ça n'a rien à voir avec les médicaments contre le PALU. Maintenant, les médicaments que vous donnez, c'est lesquels, docteur? Alors, pour la prise en charge du cas simple, nous avons ce que nous appelons les combinaisons thérapeutiques à base d'artéméthésine. Donc, vous avez l'artéméter-luméfantrine, l'artesunate amodiaquine et la pyraneuridine. Nous avons ces 3 combinaisons thérapeutiques qui sont au niveau des formations sanitaires. Et pour la prise en charge des cas graves, nous avons l'artesunate injectable. Nous venons de réceptionner l'artéméter également injectable. Et nous avons pour le niveau communautaire les suppositoires d'artesunate rectocap, suppositoire qu'on administre à l'enfant lorsque son cas ne peut pas être pris en charge par un relais communautaire et que le TDR est positif, donc pour qu'il ait le temps de le référer dans une formation sanitaire. Ça veut dire que lorsque le PALU devient grave, quand même, il y a à ce niveau d'autres produits qu'il faut utiliser, les sérums et autres que vous, vous ne prenez pas en charge. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous disons les médicaments antipaludiques. Merci beaucoup. Clair. Mais par rapport justement à ces médicaments, docteur, il y a des médecins qui ne prescrivent aucun de ces médicaments que vous dites, qui préfèrent par exemple d'autres produits antipaludéens tels que le bimalaril ou autres. Ça, ce sont des termes de spécialité dont vous parlez. Ça dépend du laboratoire. Lorsque vous regardez la composition, elle est exactement la même. Seulement, les laboratoires sont différents. Et les laboratoires font leur promotion ici. Donc, la politique du Niger, elle est claire. Les combinaisons thérapeutiques à utiliser, elles sont claires, elles sont définies, elles sont efficaces et elles sont recommandées. Et c'est ce que nous demandons aux agents de santé également, de s'en tenir aux recommandations puisque cela est efficace. Donc, de préconiser les médicaments qui sont disponibles et gratuits au lieu de prescrire des médicaments qui... Ce sont exactement les mêmes. Prenez les médicaments que nous mettons à la disposition des formations sanitaires. Prenez ceux que les médecins prescrivent. Regardez la composition. Ne regardez pas le nom commercial. Regardez la composition, vous verrez que c'est exactement la même chose. Donc, c'est une recommandation, on peut dire, que vous faites aux médecins? En tout cas, moi, j'en appelle à mes collègues médecins de respecter, de se conformer donc aux directives de prise en charge du paludisme simple et du paludisme grave et de se référer à toute la documentation. Elle est disponible. Donc, nous encourageons en tout cas à s'en tenir aux directives du ministère de la Santé. Merci beaucoup, surtout lorsque les ménages n'ont pas les moyens qu'il faut pour la prise en charge de la maladie, justement. Merci pour cet éclairage, Monsieur Hamza Jubo, représentant du ROASEN. Est-ce que vous avez des inquiétudes ou des attentes pour terminer par rapport à cette question de prise en charge du paludisme au Niger? La première attente vis-à-vis de l'État, c'est la disponibilité des intrants au dernier kilomètre. C'est-à-dire que partout où il y a un centre de santé, il faut que l'État s'assure qu'effectivement les intrants
de lutte contre le paludisme. C'est vrai, la couverture sanitaire elle est d'environ 50%. Voilà, exactement. C'est un peu difficile d'atteindre certaines exactement. personnes. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est, comme l'a dit Madame la coordinatrice, il y a effectivement des produits au niveau des formations sanitaires où on ne peut pas parler de rupture. Mais par contre, il y a d'autres aussi où on constate des ruptures. Parfois, malheureusement, ces ruptures, c'est dû même parfois à la négligence des agents de santé. Parce que tout simplement, quelque part, ils se retrouvent quand il y a cette rupture. Donc, et ça, c'est des choses, c'est des faits. Et même le cas en fait, des prescriptions, d'ordonnances, en cas de palu, c'est dû à des genres de situations. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est nos attentes. Et notre attente aussi, c'est effectivement de faire en sorte que si nous rapportons un dysfonctionnement, que l'État puisse prendre vraiment les dispositions pour corriger. Merci beaucoup. Nous l'avons aussi rappelé en amont selon le document intitulé Rapport 2021 sur le paludisme dans le monde de l'Organisation mondiale de la santé. Environ 241 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en 2020 avec un nombre estimé à 627 000 décès. Ce même rapport dit que, je cite, la situation demeure précaire, surtout en Afrique subsaharienne, où la charge du paludisme a atteint encore des niveaux inacceptables. Fin de citation. Pour y remédier, les chefs d'État africains ont adopté lors du 31e sommet de l'Union africaine tenu en juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, la campagne Zéro Palu, je m'engage. La même campagne avait été lancée en octobre 2018 au Niger. Docteur Jermokoy, Hadiz Jakou, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Niger. Où en sommes-nous par rapport à cette campagne Zéro Palu au Niger? Est-ce possible pour terminer? Nous avons tout récemment tenu une réunion de travail avec le ministre algérien de la Santé. Et vous le savez, l'Algérie a éliminé le paludisme. Nous avons une frontière de combien de kilomètres avec l'Algérie? Une longue frontière en tout cas. Longue frontière. Pourquoi l'Algérie a éliminé et ce qui est en dessous de la frontière, on ne pourrait pas éliminer? C'est donc possible, il faut redoubler d'efforts. Nous pouvons bel et bien éliminer, étant donné que nous avons exactement les mêmes conditions climatiques, etc., que l'Algérie au niveau de cette zone. Donc lorsque vous allez du nord au sud et que nous voulons, et nous sommes d'ailleurs en train d'établir un plan d'élimination commun à d'autres pays du Sahel, nous disons que nous pouvons atteindre l'objectif zéro palu. Merci et nous beaucoup. pouvons l'atteindre comment, justement? Il faut l'implication de tous. Il faut l'implication des communautés. Si les communautés s'y mettent, pourquoi ne pas éliminer le palu? Il faut l'implication du politique. Il faut un engagement politique fort, comme ceux que nous avons actuellement. La gratuité des médicaments de lutte contre le paludisme, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il faut toutes ces campagnes que nous organisons par rapport à la prévention. Il faut l'implication des leaders. Les leaders traditionnels, les leaders coutumiers, les leaders religieux, lorsqu'ils font leur prêche, qu'ils introduisent également les thématiques santé, les thématiques palu. Il faut l'implication du secteur privé. Merci beaucoup, docteur. C'est une problématique qui est transversale puisque justement ça a des impacts sur l'économie du foyer. Au niveau des femmes, ça peut provoquer des cas d'avortement. On l'a constaté au niveau de beaucoup de cas enregistrés au niveau des structures de santé. Merci donc et fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème hivernage et paludisme au Niger, comment mettre les populations à l'abri de la maladie. Nous comprenons que la question de la lutte contre le paludisme est une affaire de tous. Il faut l'État, il faut les communautés, il faut les leaders d'opinion. Il faut donc, en résumé, une synergie d'action. Selon la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Niger, Zéro Palu, c'est bien possible au Niger, puisqu'elle a dit l'Algérie a pu obtenir donc cette élimination des cas de palu sur le territoire algérien. Il faut rappeler que le Niger fait donc partie des 11 pays du monde ayant le plus grand nombre de cas de paludisme. Pour le cas du Niger, nous avons donc un pourcentage de 4% de la charge du palu dans le monde.
Merci donc, vous avez eu à suivre les actions en cours et les attentes, notamment des structures de la société civile par rapport à cette lutte contre le paludisme, mais également par rapport à la question de sa prise en charge qui doit être gratuite sur l'ensemble du pays. C'est un rappel selon donc le programme national de lutte contre le paludisme. Merci à vous en tout cas. C'était donc avec nos deux invités, Dr Jean Mokoy Hadiza Jakou, qui est la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, et notre deuxième invité est M. Hamza Djibo. Il est le représentant du regroupement national des ONG et associations du secteur de la santé Roassen. Il est par ailleurs le représentant du DISICI, qui est la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Mustapha Ayouba et Seyni Isaka. Merci également à nos 52 radios partenaires et nos 7 télévisions qui relaient le programme du studio Kalangu. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.